Côté de moi, à droite, Monsieur Chivit Demedej, le docteur Chivit Demedej, professeur des sciences économiques et politiques. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Et très vite, nous avons plein de questions. Tout d'abord, votre lecture, Monsieur Gamil Badra, pour l'économie égyptienne. D'abord, merci pour votre invitation. Je suis très ravi d'être avec vous, avec Dr Cherif. Et permettez-moi d'abord de donner une petite définition de l'économie pour les chers téléspectateurs qui peut-être ne sont pas approfondis dans cette science. En économie, il n'y a pas de ligne droite. La ligne droite que nous avons tous reconnue en géométrie, et on se souvient de l'équation y égale mx plus b, ça n'existe pas en économie. Même si cette ligne droite est ascendante, descendante et même constante. En économie, il n'y a que des courbes et il n'y a que des zigzags. Et ceux qui ont étudié l'économie reconnaissent bien, toute institution, toute banque, toute organisation reconnaît que la représentation graphique de l'économie est une montée et une descente. La montée représente la prospérité, la descente jusqu'à la vallée représente la crise. C'est un prototype. Et c'est-à-dire, ce que nous envisageons ici en Égypte aujourd'hui est une chose normale, est une chose qu'on devrait attendre. Et que d'autres pays ont témoigné, les États-Unis, dans les années 1920, a subi une crise économique. La Grèce a subi une crise économique, ça fait 2 années. Il y a d'autres pays qui ont subi ça. Et même les États-Unis en 2008. Et même de 2008, vous vous souvenez de cette affaire des immobiliers. Alors, la courbe de l'économie, dans n'importe quel pays, à n'importe quel temps, est une montée et une descente, et des zigzags. Il n'y a pas de ligne droite. On ne peut pas progresser de façon continue. Le jour où ça descend, ça s'incline vers le bas pour arriver à une vallée, on appelle ça la crise. Mais vis-à-vis de la crise, il y a 2 choses essentielles. La première chose essentielle, c'est d'identifier, de reconnaître, de diagnoser cette crise, de savoir quelles sont les raisons derrière cette crise. Et deuxièmement, de mettre des mesures nécessaires, de prendre des actions nécessaires pour s'en sortir le plus rapide, plus efficace possible. Oui. Vous avez des commentaires à faire? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, permettez-moi de prendre un tout petit reportage sur quelques critiques lancées de la part du bureau indépendant de FMI contre la performance de la FMI dans la crise de la Grèce. Après cela, on va poursuivre notre discussion. Ça va, monsieur? Enquête indépendante dans la gestion des fonds européens de sauvetage de la Grèce par le FMI en 2012 conclut que l'institution a violé ses propres règles et pourrait s'être laissée influencer par des pressions politiques. Le Bureau indépendant d'évaluation, le BIE, du Fonds monétaire international a publié un rapport le 28 juillet prévoyant que lors de la crise de la zone euro, le comité exécutif de l'institution a été mal informé et ne s'est pas suffisamment penché sur les décisions concernant ses propres ressources. Les auteurs du rapport estiment également que le FMI a été mené et coopéré trop étroitement avec les Européens et a donc sous-estimé les risques de l'économie européenne et surestimé la capacité de la région de gérer ses problèmes. Le rapport du BIE critique sans embâche la précipitation de la direction du FMI, alors menée par Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre français des Finances, de rejoindre la Banque centrale européenne et la Commission européenne dans le sauvetage urgent de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal. Il pose également la question de l'indépendance du fonds qui pourrait avoir perdu sa capacité d'évaluer clairement la situation après avoir intégré la Troïka avec la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Selon le rapport, le FMI a accepté trop facilement la décision de la Commission de ne pas restructurer la dette colossale de la Grèce, ce qui aurait allégé le fardeau financier d'Athènes avant de lancer le premier renflouement de 110 milliards d'euros. Le FMI est resté dans l'ombre en fin 2009, début 2010, quand l'Europe débattait de l'attitude à adopter face à la crise grecque, soulignent les auteurs de l'évaluation. Quand le FMI a enfin été invité à mettre en avant son expertise et ses financements fin mars 2010, l'option de la restructuration n'était plus proposée. Une restructuration de la dette a cependant été demandée après l'échec du premier programme de sauvetage et le FMI exige à présent que ses partenaires européens réduisent la dette grecque s'ils comptent bénéficier de ces financements. Le rapport estime que la décision du FMI de prêter un montant plus élevé que le plafond normal à la Grèce a été prise par le comité exécutif qui représente les membres du FMI sans qu'il y ait de réelles discussions ou compréhension.
Une procédure expéditive qui n'a pas manqué d'être remarquée dans les pays où les prêts de l'institution ont été bien moins flexibles. Selon le rapport, des faiblesses dans le processus de prise de décision ont créé l'impression que le FMI traitait l'Europe différemment parce que la procédure utilisée pour la Grèce a ensuite été fondamentalement répétée pour l'Irlande et le Portugal. Le BIE a reconnu que la crise européenne était une circonstance extraordinaire et particulièrement complexe, la première fois que le FMI devait gérer des économies avancées faisant partie d'une union monétaire. Cependant, en rejoignant la Troïka, le FMI a perdu son agilité caractéristique de gestionnaire de crise. Les programmes soutenus par le FMI en Grèce et au Portugal ont intégré des prévisions de croissance trop optimistes et les leçons tirées des crises précédentes n'ont pas toujours été utilisées. Le rapport suggère que le fonds, toujours dirigé par des Européens, était trop habitué aux sensibilités européennes et n'a donc pas fait d'évaluation objective des risques économiques. Au niveau de la zone euro, la position des représentants du FMI était souvent trop proche de la ligne officielle de l'Union européenne. Le FMI a donc perdu son efficacité en tant qu'assesseur indépendant, jugent les auteurs du rapport. Le BIE ajoute que la dépendance du FMI vis-à-vis de ses partenaires de la Troïka lui a ôté sa flexibilité et l'a empêché de changer les cours de son action quand le programme grec s'est révélé un échec, ce qui est arrivé assez tôt. La direction et le personnel du FMI avaient déjà décidé de ne pas insister sur une restructuration de la dette. Ils ne l'ont toujours pas fait quand la probabilité de succès du programme s'est effondrée à partir de l'automne 2010, estime le rapport. Les auteurs du rapport ne vont pas jusqu'à dire que le FMI s'est plié à la pression politique de ses partenaires européens, mais suggèrent qu'il y a eu une pression surtout en ce qui concerne la collaboration inhabituelle du personnel de l'institution avec le personnel de la Banque centrale européenne et de la Commission. La crédibilité du FMI vient de ses compétences techniques et de l'indépendance de son personnel et le directeur général doit s'assurer que le travail technique est protégé des influences politiques selon le rapport. Dans une communication publiée au moment que le rapport, Christine Lagarde a rejeté toute possibilité d'influence politique de l'Union européenne sur les décisions du FMI. À part ce point particulier, elle a souligné que la crise de la zone euro était inédite et extraordinaire. Elle a déclaré que le rapport du BIE faisait écho à de nombreuses leçons qu'ils avaient eux-mêmes tirées de leurs évaluations internes. Elle a ajouté qu'on devait toujours aspirer à mieux faire pour prévenir et gérer les crises et bien sûr apprendre du passé. Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, l'instance de surveillance indépendante du FMI a mis en cause la gestion de la crise grecque par cette institution. Donc, toujours dans le cadre des négociations qui sont en cours actuellement entre l'Égypte et le FMI, comment les Égyptiens voient le Fonds monétaire international. Donc c'est une question à vous poser, monsieur. Est-ce que les Égyptiens voient le FMI en tant qu'une boue de sauvetage pour l'économie égyptienne, ou plutôt c'est un instrument de colonisation, c'est un instrument pour, si je peux dire, cadrer le rôle régional et l'indépendance économique politique de l'Égypte, notamment sur la scène régionale? Premièrement, emprunter, c'est un moyen d'un parti, d'un côté qui en a besoin. C'est-à-dire, on n'emprunte jamais de l'argent quand on a de l'argent. C'est-à-dire, il faut comprendre toujours que c'est une procédure de nécessité. C'est-à-dire, vous êtes obligé, parce que vous avez une insuffisance dans vos richesses, dans vos ressources, alors vous voulez emprunter de l'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas par, disons... Par luxe. Par luxe. Ce n'est pas un choix entre des loisirs, des préférences. Vous êtes obligé. Ça, il faut comprendre ça très bien. C'est-à-dire, c'est un parti qui en a besoin, qui va adresser un donateur, quelqu'un qui a les fonds, une institution, une banque, quoi que ce soit. Alors, c'est toujours cette, sensibilité existe toujours entre les deux côtés. Et parce que
la situation l'exige. Quand on parle du Fonds monétaire, le Fonds monétaire, c'est comme un docteur qui n'a pas de cœur. Quand on parle de cœur, c'est-à-dire... c'est un chirurgien. Oui, un chirurgien, quoi que ce soit. Boucher? Ah oui, qui n'a pas de cœur. C'est-à-dire, il est indifférent aux répercussions sociales, aux conséquences sociales. Mais aussi, il faut dire que cette prescription, c'est une prescription qui est juste en un sens. On ne peut pas dire qu'elle est fausse. Non, c'est une prescription qui est disons, justifiée, logique, scientifique, mais sans émotion. Avec plus de précision, la famille traite la question à travers les chiffres, et non pas à travers que ce sont des êtres humains. L'économie, ça veut dire les êtres humains. Oui. Donc il ne prend pas en considération le côté socio-économique. C'est seulement les chiffres, les finances, les affaires. En un sens, oui, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il ne prend pas en considération la différence entre les structures sociales, les peuples, comme on dit, tous les peuples ne se ressemblent pas. Ouais. Chacun a ses traditions, ses manières, ses mœurs de traiter avec les problèmes. Le FMI, il ne tient pas compte de tout ça. Même quand il a traité avec la Grèce, ouais, c'était le même cas. C'est-à-dire les Grecs, ils ont refusé, et vous savez ce qui s'est passé, comme réaction. Je ne parle pas des propositions du fonds, non, je parle des réactions populaires en grec. C'est exactement, ils ont refusé le programme. Alors là, quand on parle de l'Égypte, c'est-à-dire on a une longue histoire avec le Fonds monétaire. Le régime de Moubarak, il a refusé parce qu'il a jugé en ce temps que les répercussions sociales sont plus graves ou bien ils sont plus coûtantes que les bénéfices qu'on va acquérir. C'est-à-dire, avec une simplicité, c'est-à-dire si cette prescription-là va mener à une révolution populaire, à un chaos, à quoi bon de corriger votre course économique si le pays va faire, sur un autre échelon, va faire faillite dans l'ordre, dans la sécurité. Alors, il faut balancer entre ce qui est juste et ce qui est faisable. Oui. Et même c'est une discipline dans tous les domaines, c'est-à-dire l'optimum, l'optimal, tout ça, l'optimalité, on ne peut pas toujours arriver à l'optimalité. C'est-à-dire il y a des choses qui sont faisables, même s'ils ne sont pas optimales. Ils sont bons, ils sont acceptables, mais cette balance entre le possible et le parfait, oui, c'est toujours un choix. Donc selon vous, nous sommes obligés à avoir un prêt ou à obtenir un prêt de la part du FMI. Oui. Mais en même temps, il y a une autre question. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce prêt? Est-ce que seulement pour combler le déficit budgétaire? C'est seulement pour combler les pains et subventions et ainsi de suite? Ou c'est plutôt pour doper les projets et le cercle de l'investissement? Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord, vous avez fait une belle introduction, docteur. Il y a 3 points qui m'ont touché. Le premier point, vous avez parlé de la Grèce, sans oublier qu'il y a eu 90 milliards d'euros qui ont été payés par l'Allemagne et l'Union européenne pour sauver la Grèce, en plus du FMI, du Fonds monétaire international. Le second point que vous avez mentionné, que la situation exige. Pourquoi la situation exige? Parce que les réserves en dollars qui étaient, ça fait 4-5 ans, de 31 milliards de dollars, sont tombées à 16,5 milliards de dollars, qui est un feu rouge. On ne peut pas toucher. Il n'y a aucun pays qui peut se permettre de descendre en dessous de ce minimum. La situation exige, j'aime bien cette expression. Le troisième point que Dr Cherif a mentionné quand il a comparé le FMI comme un docteur.
Laissez-moi donner un petit aperçu pour les chers téléspectateurs qui peut-être ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le Fonds monétaire international, le FMI et la Banque mondiale. Je vais comparer l'État à un citoyen, à un être humain. Si l'être humain souffre d'une anémie, il va chez un docteur qui lui donne des vitamines qui, à long terme, après 1, 2, 3 années, vont le redresser. C'est la Banque mondiale qui soutient les pays qui ont besoin de progresser ou d'avancer avec certains problèmes. Mais le Fonds monétaire international, c'est comme un chirurgien. Quand on est dans une crise, quand on subit un accident, on ne peut pas se permettre de prendre des vitamines. Il faut passer par la chirurgie, par le soin intensif. Et c'est ce qu'offre le Fonds monétaire international. Toutes les deux organisations, Banque mondiale, Fonds monétaire international, sont des institutions des Nations unies. Elles ont été fondées en 1945. Elles ont commencé par un nombre limité de pays. Aujourd'hui, il y a au moins 195 pays dans chaque organisation, que ce soit le FMI, Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, et qui offrent la Banque mondiale à long terme, le Fonds monétaire international pour sauver. Nous sommes dans une crise. La situation exige, c'est très vrai, et nous avons besoin. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec ce prêt? Votre question. Ce prêt sera à 1,5, entre 1 et 1,5% d'intérêt, ce qui est superbe. Ce prêt sera pour une période de 3 années. Il y a une délégation qui est venue maintenant pour rester 14 jours du Fonds monétaire international pour rencontrer les ministres, les responsables, les membres du Parlement, les chefs de partis politiques, les personnes de postes éminents pour essayer de voir. Et aussi, je reviens à cette belle comparaison de docteur. Si vous faites une chirurgie, s'il faut passer par le soin intensif, c'est le docteur qui va vous dire oui ou non. On empêche et on permet. De même, le Fonds monétaire international va se permettre de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Augmenter des taxes, réduire les subventions, ou bien essayer de prendre des subventions, par exemple, si on parle de smart cards pour les carburants. Pourquoi continuer, vous et moi, peut-être, nous n'avons pas besoin d'avoir ces subventions. Hein? Peut-être pour essayer d'encourager l'industrie moyenne, l'industrie légère. Ce sont toutes des étapes, des propositions. Comme le médecin va proposer à celui qui passe par le soin intensif, qu'est-ce qu'il peut faire, de quoi il peut s'empêcher, il devrait s'empêcher, et qu'est-ce qu'il peut se permettre. Le Fonds monétaire international va faire la même chose, et on devrait l'accepter pour qu'on puisse vraiment nous redresser du point de vue économique. Encore une fois, qu'est-ce que nous allons faire avec ce prêt? Avec ce prêt, c'est une belle question. D'abord, il y a des dettes que nous avons. Il y a l'industrie. Est-ce qu'on va prendre ce prêt non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Nous avons besoin de devises. L'État a besoin de devises. Pourquoi? Pour importer. Pour importer. Il y a les importateurs qui sont sur le marché et qui cherchent la devise pour payer des produits pharmaceutiques, des produits industriels, produits chimiques et autres, et qui tapent à la banque et qui attendent leur tour avec une liste d'attente pour quelques mois, ou bien qui vont sur le marché. Et le marché aujourd'hui ne permet plus. Il y a quelque chose dans l'empire des bureaux de change. On garde toujours cette devise. Un importateur, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il va à la banque, on ne peut pas lui offrir. S'il va sur le marché pour avoir de la devise, il ne peut pas s'en fournir, cette devise. Alors, premièrement, de fournir cette devise, ces dollars pour les importateurs, pour essayer de continuer cette industrialisation. Si on s'arrête à importer, on ne peut plus produire. Et on a besoin de continuer ce cycle. La première priorité, c'est de fournir cette devise étrangère pour les importateurs égyptiens. Oui, vous avez... Regardez, il y a un point un peu délicat. Tout le monde aujourd'hui parle de la crise du dollar. La crise du dollar, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Ouais. C'est-à-dire, vous avez une maladie, cette maladie-là, c'est que l'offre sur le marché, l'offre de dollars est la moitié de la demande pour le dollar. Pour n'importe quelle marchandise, quand l'offre est la moitié de la demande, le prix de cette marchandise, il doit hausser, il doit s'élever. C'est le cas du dollar. C'est-à-dire notre facture d'importation, ça monte à 80 milliards de dollars par an. Ouais. Tous nos revenus de dollars inclut le rendement du canal du Suez, le tourisme, l'investissement entrant, l'exportation, c'est 40 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est la moitié. Ça, c'est le cas. Alors, tant que c'est le cas, le dollar doit continuer à... C'est le taux du dollar, le prix du dollar, l'échange du dollar,
il va toujours se diriger vers la hausse, comme on dit. Ça, c'est la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diminuer nos imports, on doit produire pour substituer nos importations par des produits fabriqués à l'intérieur. On doit empêcher l'importation de certains produits non nécessaires parce que nous sommes dans une situation critique. Il y a beaucoup de mesures. Oui, je dois... L'emprunt ici, non, je veux venir... Le fonds suggère, et il a raison, de, comment dire, ne pas diriger, la Banque centrale d'Égypte n'intervient pas pour décider le prix du dollar. Alors, il faut, comment dire, laisser le marché décider. Pour laisser le marché décider, il faut avoir dans la caisse du Banque centrale des devises étrangères pour intervenir donc, quand il y a une crise. C'est-à-dire, si c'est l'offre et la demande, ça c'est normal. Le prix, la valeur du dollar doit être déterminée selon l'offre et la demande. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui entre dans le marché pour en profiter, de vendre et de garder le dollar comme ce qu'on appelle... Plutôt les devises étrangères où le dollar est devenu une marchandise. Exactement. Sur lesquelles il y avait des spéculations. La spéculation, ce que mon cher exagéré, très exagéré. Que l'empire des bureaux de change. Des bureaux de change. Ouais. Alors là, le Banque centrale doit avoir des devises pour ce cas-là spécial pour intervenir. Notre banque, maintenant, une partie de l'argent qu'on va obtenir du fonds doit servir pour ce but, pour arriver à libérer l'exchange rate du dollar. On ne peut pas le libérer. Oui, le prix d'échange. Pour le libérer et le laisser, selon l'offre et la demande. L'offre et la demande, il faut avoir ce qu'on appelle en économie une buffer zone. It means, c'est-à-dire une zone tampon. Ah oui, une zone tampon pour intervenir au moment quand on voit qu'il y a des spéculations, hedging, un mal emploi du dollar. Alors, on a besoin de cet emprunt-là pour libérer le taux d'échange du dollar. On peut pas le laisser selon la loi de l'offre. D'où nous pouvons expliquer que la Banque centrale ou le gouverneur de la Banque centrale a fait quelques manœuvres contre le marché noir. D'abord, le gouverneur de la Banque centrale, M. Tarek Amr, a plutôt inspiré, ça fait plus de 2-3 semaines, que la devise américaine, le dollar, va augmenter, que ceci est possible. Et il y aura une certaine flottation. Absolument. Alors, tous ceux qui sont intéressés à acheter se sont hâtés pour acheter. Tous ceux qui sont intéressés à vendre ont caché le dollar. Mais le point que Dr Cherif a mentionné, est-ce que vous parlez de floating, de flotter la devise? Oui. Parce que ça, c'est dangereux. Flotter la devise américaine pour un pays du tiers-monde comme l'Égypte, avec une crise, ça peut libérer l'État de son obligation. Mais les prix vont hausser. Et les spéculations seront difficiles. Et puis si la Banque centrale intervient avec 16,5 milliards de dollars, on ne peut pas. Donc alors, ici je dois m'arrêter. Donc la Banque centrale est intervenue pour faire ranimer l'avidité des spéculateurs sur le marché noir afin d'apporter de leurs réserves et non pas le contraire. Par exemple, auparavant, les spéculateurs ont dit que la devise égyptienne va de plus en plus abaisser de la part de la Banque centrale. Non, cette fois-ci, la Banque centrale, si je peux dire, a fait quelques fuites, qu'il y aura une certaine dévaluation, une certaine flottation. Donc, les spéculateurs ont été ranimés par leur avidité. Là, il y avait une certaine hausse dans la valeur du dollar non justifiée. Et de l'autre côté, les gens n'ont pas vendu le dollar. Docteur Cherif, permettez-moi vite de toucher ce point.
D'abord, vous m'avez demandé la première question, qu'est-ce qu'on va faire avec ce montant du Fonds monétaire international? À part de ce que je vous ai répondu, que ça ira pour fournir et pour essayer les importateurs. Mais il y a un point très important, c'est l'esprit de confiance. Si un investisseur, et vous avez mentionné que nous avons besoin d'investisseurs qui viennent de l'étranger pour pomper leur argent des centaines de millions de dollars pour investir, l'esprit de confiance est excessivement important. Si un investisseur étranger reconnaît que l'Égypte est soutenue par le Fonds monétaire international et qu'il y a eu nos confrères de l'Arabie saoudite, des Émirats, cet esprit de confiance est excessivement important. Un investisseur veut être sûr que son argent qu'il pompe dans le pays est en garde, est en sécurité et que, à la fin de l'année, il peut transférer le profit qu'il a fait dans son pays natal. Ça, c'est très important. Alors, l'esprit de confiance, à mon avis, est une des choses qui peuvent être considérées si on accepte, si on conclut. Le comité, maintenant, là, ils sont là pour 2 semaines. 2 semaines. Si on peut arriver à une conclusion, à un accord, ça pourrait être non seulement du point de vue financier que ça pourrait fournir les dollars, mais ça pourrait répandre un esprit de confiance pour tout investisseur intéressé dans l'Égypte. Le président, c'était un certificat de confiance pour l'économie égyptienne? Et obtenir, c'est-à-dire un fonds, un emprunt du Fonds monétaire international, c'est-à-dire c'est un certificat de la part de cette institution internationale que vous avez un programme économique, un programme de réforme économique. Voilà. C'est ça le certificat dont mon collègue il parle. Hein. Ah ça c'est vrai, bien sûr. Parce qu'il a accepté votre programme À propos du programme du gouvernement égyptien, baisse graduelle de la subvention, bien sûr. N'est-ce pas? Il y a un point ici, non seulement baisse graduelle, mais aussi les subventions ont une dimension sociale. Comme vient de dire le docteur, on ne peut pas toucher à ça. Et le Fonds monétaire international, il s'occupe bien à ce que le citoyen normal ne puisse pas payer plus. Parce que sinon, vous savez, en 1977, vous n'étiez pas encore né peut-être, mais vous vous souvenez, docteur, quand le docteur Abdelmenem Qaissouni... J'en doute, hein, parce qu'on se connaît de l'école. Alors, en 1977, docteur Abdelmenem Qaissouni, vous vous souvenez, et puis le peuple, il a voulu augmenter les prix. Et puis le peuple égyptien, ils sont sortis dans les places, dans les rues pour riposter, pour révolter. Le président Sadat, à ce moment-là, a donné, il a tout de suite ramené à zéro. Parce que c'est excessivement important. La dimension sociale des subventions est à respecter. Le peuple égyptien, le citoyen égyptien normal, qui n'est pas capable de payer une plus hausse ou bien une hausse de prix, il faut le respecter. Mais les subventions, il faut d'abord, premièrement, savoir comment les localiser, c'est-à-dire les subventions, les carburants de voiture. Je crois que nous n'avons pas besoin, tout le monde, d'avoir cette subvention. Numéro 1. Numéro 2, il faut être sûr que ces subventions sont dans les canaux nécessaires et propres pour arriver aux citoyens. Très souvent, on fait des subventions qui peuvent être divergées quelque part. Mais ça, c'est un point social excessivement important. Réduire, c'est bon, mais réduire pas pour le citoyen égyptien, pour ce qui concerne le blé, par exemple, ou bien en ce qui concerne l'huile, les commodités essentielles. Il faut être très attentif à cet égard. Regarde, le problème du dollar, c'est très important. Pourquoi? Ce n'est pas simplement pour la facture de nos impôts. Mon cher collègue, il a dit une chose très importante, les investisseurs. Aujourd'hui, je vais amener des dollars de l'étranger pour investir en Égypte. Si le dollar ou la devise égyptienne baisse de valeur comme, disons, 100%, 50% dans une année, alors moi je vais perdre. C'est-à-dire comment? Moi, ok, je suis aujourd'hui un investisseur. Il y a un écart, bien sûr. Oui, il a apporté $1 million l'année dernière. Il a changé ce $1 million avec 7 millions de livres égyptiens. Il a travaillé. Aujourd'hui, c'est 7 millions de livres égyptiens, après le changement de prix de dollar, il ne vaut pas $1 million. Non. Ils valent maintenant, aujourd'hui, moins. Alors lui, là, l'investisseur, il a perdu déjà. Alors, vous avez besoin d'avoir une stabilité dans le taux d'échange. Une stabilité. Il ne peut pas avoir des fluctuations comme ce qui arrive, c'est-à-dire le dollar dans 6 mois,
1 dollar, ça fait 7 livres, maintenant 8 livres, maintenant c'est 13 livres. Et par conséquent, flotter la devise égyptienne n'est pas acceptable. Voilà. Alors, ici, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Le choix difficile, c'est que le fonds, il veut flotter. Parce que, soyons honnêtes, le fonds, il veut flotter. Il veut que la devise égyptienne, sa valeur vis-à-vis du dollar, soit décidée par la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire le taux d'échange entre deux monnaies les capacités et la force de votre économie. Oui. La vraie valeur. La performance économique plutôt. Exact. Les deux, votre force et performance. Les deux, c'est-à-dire vos devises. Parce que nous avons des ressources, mais malheureusement, nous n'avons pas sur le même niveau la performance économique. Nous avons des ressources, bien sûr, oui, mais quand très vous avez riches. du pétrole, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, dans le sol, ça vous donne un leverage de la force. C'est pas la performance, c'est la possession. La bonne gouvernance, la bonne gestion de ces ressources. Les deux. C'est-à-dire avoir quelque chose, avoir de la richesse et bien gérer la richesse. Les deux. C'est pas simplement gérer, non. Mais ce que je veux dire que parmi les mesures correctives du fonds, c'est-à-dire élever les subventions, hausser le prix de l'électricité, avoir un fair price pour le dollar, c'est-à-dire flotter en un sens. Augmenter les taxes aussi. Augmenter les taxes. Ça, c'est la prescription du fonds. La recette. La recette. Qu'est-ce qu'on négocie aujourd'hui? Pourquoi on négocie? Parce que tout à fait conscient qu'il y a des répercussions sociales qu'on doit confronter. Et il y a même des répercussions sur le macroéconomie. Voilà. Bien sûr. Le gonflement de l'endette, de la dette à l'intérieur. Il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire. Ce n'est pas le fait d'emprunter. C'est comment gérer cet emprunt. Comment gérer et comment absorber les chocs qui vont suivre. Il y a des chocs. Il y aura une hausse de prix, bien sûr. Il y aura bien sûr, si vous allez parler de cette manière, il y aura un choc au niveau des citoyens. Parce que les citoyens vont assumer la responsabilité de ces coûts économiques et financiers. Disons, pour guérir, on doit souffrir. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire, no pain, no gain. C'est ça la loi. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est malade, il doit prendre un médicament, le médicament est amer. Amer. Ah oui. C'est toujours comme ça. Il doit être opéré. Il doit aller sur la table d'opération. Ça fait mal. Docteur, le citoyen égyptien, on a eu marre de souffrir. Oui. Il faut prendre soin de ce point-là. Oui, je parle de ce côté. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, que pour guérir, il y a une souffrance, il y a un prix à payer. Les Égyptiens s'intéressent aujourd'hui à l'économie. Tous parlent de l'économie, tous parlent en tant que des experts dans l'économie. Et ils toujours regardent la hausse des prix. La baisse. Ils ont raison. C'est-à-dire, je ne dis pas que... La baisse de la livre égyptienne. Simplement, je veux simplement que vous soyez conscient des deux côtés, de la balance. Ça, c'est la recette? Oui. Vous allez en subir une peine? Oui. C'est douloureux? Oui. Est-ce que le peuple va supporter? C'est ça la question. C'est ça la question. Oui, alors j'aimerais oui, rajouter le peuple va supporter. Supporter, c'est-à-dire à travers d'autres canaux de subvention. C'est-à-dire aujourd'hui, en tant qu'un État, je ne vais pas supporter la livre égyptienne ou le pouvoir d'achat de la livre égyptienne ou la valeur de la livre égyptienne. Plutôt, je vais subventionner directement les couches pauvres ou les couches à revenus monétaires. Ça, c'est un must, ça c'est un devoir de l'État, de subventionner les commodités essentielles pour le peuple égyptien. Il a beaucoup souffert.
Il faut avoir beaucoup de sympathie pour ce peuple égyptien, mais n'empêche, on peut parler par exemple d'autres pays qui sont pires que nous. Mais à la longue, le peuple égyptien ne peut plus souffrir que ça. Alors je dirais, à mon avis, qu'il faut faire ce qui suit. Des subventions pour les commodités essentielles, ne pas toucher. Des subventions doivent être orientées, c'est-à-dire ou bien classifier ceux qui méritent avoir cette subvention et ceux qui ne le méritent pas. Ceux qui ne le méritent pas, moi-même, je n'aimerais pas avoir des subventions pour mon carburant. Docteur, ça va? Alors, il faut donner des subventions pour d'autres. Mais moi, je voudrais avoir des subventions. Ah, moi, j'ai dit oui, parce que je n'ai pas de voiture. Hein. Mais c'est-à-dire, il y a autre chose à faire pour rendre le peuple égyptien optimiste. C'est que le tourisme, en fait, où nous avons 7 à 8 millions, prévoyance 7 à 8 millions de touristes, à la moyenne de $1000 chaque touriste, 7 à 8 milliards, nous avons perdu ça. Mais la délégation britannique qui est venue, ça fait une semaine, a écrit de bons rapports. Il est possible que le tourisme puisse monter. Le canal de Suez, avec l'inauguration l'année passée de notre cher président Abdel Fattah el-Sisi, de faire le nouveau canal de Suez. Mais malheureusement, le canal de Suez qui prévoyait 90 à 100 navires par jour n'en a que 40 à 45 navires par jour. Pourquoi? Parce que les prix de pétrole ont baissé alors que les compagnies maritimes demandent à leurs navires de faire tout le tour du Cap. Il y a même un ralentissement dans le commerce international. Et aussi un ralentissement dans le commerce international. Mais les exports, vous avez mentionné, il faut contrôler les exports. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas toucher. Oui. Les imports, les exports. Nos exportations aboutissent à 57 milliards de dollars. Pardon, les exports 27 milliards, les imports 57 milliards. Il y a un déficit de 30 milliards qui a été consommé, qui a été absorbé par les réserves de la Banque centrale. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Alors, ce Fonds monétaire international a pour but d'abord de fournir des dollars, de couvrir, de ne pas toucher à ce minimum de réserve et de donner un esprit de confiance. Personnellement, je suis optimiste que ça viendra, ça va prendre du temps. C'est une chirurgie que l'État doit passer par et avoir des restrictions, des recommandations, des recettes, mais finalement, c'est dans l'intérêt de notre État. Oui, j'ai une question très importante à propos de la baisse de la valeur égyptienne face au dollar. Par exemple, les partisans de cette décision ont applaudi beaucoup ce pas de la part de la Banque centrale égyptienne parce que cela va baisser les importations, va augmenter les exportations, va en même temps attirer les investisseurs et les investissements étrangers, va encourager les touristes étrangers à venir ici en Égypte. Mais il s'avère qu'il y avait une chose ou quelque chose. Mais il y a eu une chute. Le dollar maintenant qui était à 13 livres égyptiennes. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait la Banque centrale selon vous? La Banque centrale, quand il a abaissé la valeur de livre égyptienne, ça va plutôt réduire les importations. C'est une subvention indirecte pour les exportations. C'est une chose très attirante pour les touristes à venir ici en Égypte parce que les coûts... La Banque centrale n'a pas réduit le taux de livre. La valeur, la vraie valeur de la livre égyptienne, $1 c'est-à-dire des études qui reflètent la capacité de l'économie égyptienne, la vraie capacité. C'est-à-dire, vous intervenez pour camoufler cette relation. Il faut que pour les investisseurs, pour tout le monde, que la livre égyptienne est évaluée à son vraie valeur. Mais la Banque centrale intervient en faveur de la livre égyptienne, c'est-à-dire elle étouffe cette relation économique. Ce qu'il a fait la Banque centrale, il a levé sa main. Il n'a pas baissé la livre égyptienne. Il a simplement cessé d'exercer une pression artificielle sur le taux d'échange. Il cesse de doper la livre égyptienne. Il essaye actuellement de changer sa politique. Il doit, parce que... Là, je ne suis pas d'accord, docteur. On ne peut pas changer la politique. Vous parlez de flotter. C'est très dangereux de flotter la livre égyptienne. Pour un peuple, pour une crise, dans une crise, les pays qui flottent... J'ai presque 30 secondes. Oui. Les pays qui flottent, leurs devises sont des pays avancés, industriels. Un pays comme l'Égypte sous une crise, ça serait très dangereux parce que ça va causer une hausse de prix qui ne peut pas être payée par le citoyen égyptien. Je dois clôturer cette édition avec votre dernier mot. Très vite. Flotter,
sans avoir d'autres devises pour supporter le fait de flotter la devise, c'est très dangereux. Oui. C'est-à-dire vous devez avoir une réserve de monnaie étrangère. Absolument. Il faut avoir des devises et des instruments d'économie dont vous n'avez pas actuellement. Il s'avère que l'économie, c'est une sorte de perception. Je dois vous remercier, mes chers invités, beaucoup. Et c'était tout pour cette édition. Et bon suite de mon programme sur une antenne internationale. Au revoir.